Ta journée ne peut pas être plus cool que la mienne parce que je suis en train de chiller avec Martin Latulippe. Hey, ça brasse! Bonjour, je m'appelle Mélissa Normandin-Roberge, entrepreneur, conférencière, coach et experte en paillettes. Je suis capable de conquérir le monde quand je suis vraiment en forme. J'aide les gens et les entrepreneurs à faire briller complètement leur potentiel pour obtenir leurs résultats. Si moi, je suis capable de conquérir le monde, mon invité d'aujourd'hui, en fait, lui, l'a fait. C'est une sommité dans le monde des conférenciers, un consultant très prisé, le fondateur de l'Académie Zéro Limite, Martin Latulippe. Bonjour. Bien, allô Mélissa, comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Ça va très, très bien. Très confortable, en fait. Très confortable. Écoute, Oui. tu pensais pas vivre ça un jour, hein? Un tel contexte sur de telles chaises, tu veux dire? Oui. Je me sens très à l'aise. OK, parfait. Écoute, étant une personne qui porte des bas roses pour faire ses entrevues, C'est parfait, et aussi ça, des oui. petits glitter d'or, Oui. donc ça fait très concept. Ça, c'est ma version paillette à moi. On est tellement en cohérence pour cette entrevue-là. Voilà. Excellent, merci de m'accueillir. J'avais envie de parler de réussite Oui. parce que c'est un sujet que tu abordes beaucoup. Et d'ailleurs, tu donnes le droit à tes étudiants de l'Académie Zéro Limite de réussir avec plusieurs outils. Est-ce que tu penses qu'en 2016, c'est encore un peu peut-être mal perçu de réussir ou que les gens, des fois, peuvent même s'empêcher de réussir par peur de ce que les autres vont dire? Bien, écoute, je pense que premièrement, on a fait des percées vraiment incroyables. Donc, on a simplement reculé quelques décennies en arrière. On était vraiment ancrés dans des boîtes, dans des carcans. On sait que les gens, justement, tous les gens qui avaient du succès financier ou du succès de société populaire, c'était vraiment mal perçu. On avait du commérage dans les villages. On avait plein de gens qui parlaient dans le dos et par jalousie. Maintenant, ça se voit beaucoup moins, mais c'est encore présent. Et la raison pourquoi c'est amplifié, c'est avec les réseaux sociaux, selon moi. Mais au niveau des gens, maintenant, je trouve que les gens s'accordent beaucoup plus la permission de vivre de leur passion. Donc, moi, je dis toujours, quand tu veux un peu voir ta possibilité de réussir ou d'avoir de la réussite, bien, peut-être faire une petite évaluation de ton identité, parce que qui tu crois être va déterminer ce que tu vas tenter dans la vie. Et ton identité, bien, elle vient de tes parents, elle vient de tes enseignants, elle vient des coachs, de ton cercle d'influence, les gens avec qui tu te tiens. Alors, si on est toujours dans l'impossibilité, si on est toujours dans le « tu rêves en couleur », si on est dans le « ben t'es folle de faire ça » ou « t'es fou » ou qui tu crois être pour faire tel ou tel truc, bien jamais tu vas t'accorder la permission. Alors, je pense qu'il faut s'accorder la permission de commencer dans l'imperfection. Et lendemain, sûrement, bien, c'est une question mathématique, selon moi. Le plus que tu vas en faire, tu seras certainement meilleur à ta 50e capsule qu'à ta première. Déjà, elles sont excellentes, mais tu t'es accordé, je suis certain, il y a des choses que tu trouvais imparfaites dans ta première et que tu veux améliorer. Il ne faut pas laisser les premières tentatives bien, nous bloquer. Tu parles souvent de se donner le droit à l'imperfection. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, je pense que si on ne se donne pas le droit de passer à l'action, donc automatiquement, on sera imparfait dans nos premières tentatives. Jamais on va atteindre notre excellence. Moi, je crois vraiment que d'être dans l'action, si c'est quelque chose qui t'interpelle, une passion, un projet que tu veux tenter, c'est sûr que la première fois, les gens vont te regarder avec un œil critique, mais si tu te laisses écrouler par ça ou tu laisses le regard extérieur affecter bien, ton niveau de passion ou d'intérêt par rapport à ça, tu ne réussiras jamais. Moi, je dis toujours, action imparfaite inspirante mène à de l'expérience. Ça dépend de ta perspective, par exemple. Si à chaque fois que c'est moins bon, tu te dis « Ah, c'est pas pour moi, j'aurais dû écouter les autres », donc jamais tu vas gagner en confiance. Parce que quand tu développes de l'expérience, tu gagnes de la compétence. Et ta compétence fait que tu es un peu plus confiant. C'est ça qui mène au succès. Il y a un passage obligé qu'on n'évite pas. Et je pense que quand tu passes ce passage-là, c'est ça qui te mène à davantage de réussite pour lesquelles tu peux être fier et qui va t'amener à vivre de ton projet et de ta passion. La réussite, évidemment, c'est très relatif. C'est quoi ta définition à toi de la réussite? Écoute, c'est une très, très bonne question. Je pense que d'abord et avant tout, il faut avoir justement sa propre définition du succès. Pour moi, c'est à tous les jours faire et carburer avec qu'est-ce que j'aime et de sentir que je gagne au quotidien. Et un des problèmes avec la réussite, justement, c'est que les gens attendent d'escalader la montagne. Ils croient vraiment que la réussite, c'est au bout d'un chemin hallucinant. Il faut faire portage de canot pendant 3 jours, traverser 25 lacs, escalader 48 montagnes. Et là, tu as du succès quand tu es arrivé aux Olympiques. Moi, je suis vraiment fasciné par la notion qu'un de mes amis, Derek Martin, appelle « créer ta propre ligne d'arrivée ». Et ce qu'il veut dire par ça, c'est que pendant des décennies et des décennies, les gens qui couraient des marathons, eh bien, c'était de compléter 42 km. C'est seulement de cette façon-là que tu peux sentir que tu avais réussi et que tu étais un marathonien. Et au milieu des années 2000, les demi-marathons sont arrivés et là, tout le monde s'est lancé en demi-marathon. Et finalement, ces gens-là, c'est aussi des winners. C'est aussi des gens qui ont de la réussite. Maintenant, tu as les 10 km, tu as les 5 km et tout le monde gagne. Mais qu'est-ce qui se passait les dernières décennies?
C'est simplement qu'il y a des gens qui ont créé des nouvelles lignes d'arrivée. Et souvent, le problème qui empêche les gens d'avoir davantage de réussite, c'est que la ligne d'arrivée ne mesure que la finalité. Je ne serai jamais comme Martin Latulippe, je ne serai jamais comme Sugar Sammy, je ne serai jamais comme... Peu importe c'est quoi ton image du succès, oui, mais si tu plaçais ta ligne d'arrivée à toi, donc pour moi, ma définition de la réussite, c'est certainement de créer mes lignes d'arrivée. Le nombre de trucs que j'ai fait, Mélissa, que c'était archi mauvais. Mes premières conférences de motivation, c'était tellement nul. J'ai reçu des évaluations que le monde me disait, t'es le pire communicateur que j'ai jamais entendu de ma vie. Je voulais juste aller faire la petite boule puis me sucer le pouce dans un garde-robe. Et puis, mes premières conférences en anglais, que tu fais fi un peu de ce que les gens vont me dire et tu continues, tu t'entoures des bonnes personnes, tu vas créer ta définition de réussite. Mais pour moi, crée ta propre ligne d'arrivée et fais ce que tu aimes. On vit dans un monde, c'est qu'il y a des possibilités illimitées aujourd'hui comparativement à il y a quelques années à peine et il faut vraiment profiter de cette opportunité-là pour tout le monde. Est-ce que ça te fâche de voir justement qu'il y a des gens qui gaspillent un peu leur potentiel ou qui se lèvent à tous les matins puis qui font quelque chose qu'ils détestent profondément? Oui, écoute, c'est sûr que ça me déçoit. On a tous et toutes notre histoire personnelle. Il y a des gens qui ont des vécus vraiment très, très, très difficiles, qui viennent de des environnements super difficiles. Et ceci étant dit, par contre, je trouve que justement aujourd'hui avec l'Internet, avec les gens qui ont décidé de s'épanouir, qui venaient peut-être de des environnements difficiles, mais qui ont développé une résilience de fou, qui ont écrit des livres là-dessus, qui ont fait des vidéos là-dessus, on peut apprendre. C'est peu importe où est-ce que ces gens-là sont qui nous regardent aujourd'hui, tu peux trouver une ressource par rapport à ta problématique, par rapport à un défi que tu affrontes, par rapport à une émotion que tu as de la difficulté à gérer. Et tu peux soit t'enfoncer comme un sable mouvant dans ta problématique et dire « Pauvre moi, je suis la seule personne sur une population de 7,5 milliards qui vit ça. Non, mais tu ne comprends pas, moi, c'est grave. Non, tu ne comprends pas, moi, c'est pire. » Donc, si on rentre dans un langage de victime, c'est sûr et certain que c'est fâchant, mais c'est surtout décevant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là qui rentrent dans un pattern comme ça, je trouve qu'ils le font par choix. Dans la vie, il y a trop de gens qui arrêtent d'investir en eux. Dès qu'ils finissent leur premier diplôme ou quelques cours, ils n'investiront plus jamais dans leur passion, dans leur intérêt, dans leurs compétences. Donc, c'est sûr que ça peut être fâchant, mais pour moi, c'est un choix. Mais c'est surtout décevant quand tu regardes toutes les possibilités qu'ils ont pour progresser, s'en sortir et créer leur propre première ligne d'arrivée. Martin, tu as tout vécu, pratiquement. En tout cas, tu as réalisé. Ça sonne bien. Oui, en fait, j'ai déjà tué un ours oui. À main nue, en fait. Il y a beaucoup d'expérience. C'était dans le nord du Klondike, en effet. Oui, c'était là. Hein? Martin, tu es un modèle pour plusieurs personnes, évidemment, qui te suivent, soit par les médias sociaux ou les gens qui t'engagent. Toi, tes modèles, c'est qui? Écoute, premièrement, mes parents. Donc, mes parents, dans un contexte hyper difficile. Donc, ma mère a eu mon frère à 16 ans. C'était super mal perçu à l'époque. Mon père, il a dû aller suivre un petit diplôme pour vraiment s'assurer de sécuriser ma mère et mon frère. Et quand je regarde les succès ou l'épanouissement qu'on a eu, l'amour qu'on a reçu, donc c'est sûr que mes parents sont vraiment énormes. Par la suite, j'ai eu des mentors vraiment incroyables. Donc, je pense aux frères Desjardins, donc Michel et Jean-Paul, qui étaient vraiment ces deux hommes d'affaires-là prospères dans la ville où est-ce que je demeure, qui ont cru à mon idée ou qui ont essayé de me faire croire que je pouvais me lancer en affaires immédiatement dès ma sortie des études, sans aucune expérience, aucune notoriété, sans savoir comment j'allais manger la semaine d'après. Ils ont dit, écoute, on va t'aider, on va t'entourer. Donc, certainement, ces gens-là ont été des modèles hallucinants. Dans le monde des conférences, de ce que je fais, c'est sûr, Patrick Combs a été un mentor hallucinant à mes débuts. Il m'a épaulé, il m'a pris sous son aile, il m'a énormément aidé. Et tu regardes maintenant des gens comme Brendon Burchard, qu'est-ce qu'il fait maintenant partout dans le monde, Frank Kern, tous les gens qui ont une capacité d'influence sur Internet, Michael Hyatt, Robin Sharma, ce sont des gens vraiment qui sont des étudiants de la business, de comment est-ce qu'on peut aider les gens à atteindre plus de potentiel, plus de succès, toujours en travaillant sur soi-même. Donc, c'est des gens que je suis constamment et que j'observe et j'apprends énormément en les côtoyant et en les observant. On note ici que Martin Latulippe ne me nomme pas dans ses influences. En une phrase, Martin, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui voudrait réussir? Tu as une vie à vivre. Vraiment, moi, j'ai côtoyé la mort, je passais à quelques millimètres de mourir et j'ai accompagné un petit garçon qui est en phase terminale de cancer. Et de voir dans les yeux cette possibilité-là maintenant de plus mordre dans la vie, c'est vraiment quelque chose d'intense. Donc, on a cette erreur-là de prendre toutes les choses pour acquis, de croire qu'on est invincible et qu'on va être là toute notre vie. Je pense, fais ce que tu as envie de faire tout de suite. Le cadran tourne. Le cadran tourne. Mais de quoi tu rêves encore?
Écoute, je rêve certainement davantage d'impact. Les moments, moi, les plus forts dans ma carrière, c'est même pas professionnellement, c'était des moments de philanthropie. Donc, justement, je viens de mentionner ce petit garçon-là que j'ai accompagné, qui est en phase terminale d'un cancer. J'ai écrit un livre pour lui. C'était juste fantastique. Donc, d'être capable de créer des trucs démesurés, du don de soi, de faire une différence, des trucs que jamais j'aurais pensé pouvoir faire, qui font du bien, qui sont dans le don de soi. Certainement des choses qui sont sur ma bucket list, qui sont sur ma liste, que je veux en faire davantage, des trucs, peut-être jumeler la philanthropie davantage aussi avec mes activités professionnelles, et évidemment voyager autour du monde, tous les trucs clichés, mais qui sont vraiment importants là, pour notre famille. Donc, on a plusieurs choses sur la liste et peut-être, évidemment, m'acheter des chaises comme ça. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment avoir. Ma petite fille Maïka adorerait. En fait, as-tu des contacts ici? Je pourrais-tu repartir avec les chaises? Non, Parfait. pas du tout. J'ai essayé. Tu auras essayé, bravo, bel essai. Merci beaucoup, Martin. C'était vraiment une belle rencontre, très inspirante. Hey, ça fait super plaisir. Merci beaucoup, beaucoup. Fait que de 1 à 10, t'es à l'aise combien sur une chaise à paillettes? 15 sur 10. Ah ouais, Quand hein? je fais pas des entrevues comme ça, je passe ma journée à jouer aux princesses avec ma petite fille Maïka, qu'on salue d'ailleurs en passant. Et oublie pas que je porte des bas roses. Donc, mais vraiment, ta question, ça brasse. Hey, j'ai un copyright là-dessus, la tulipe. Là. Bon, mais relax. Tant aussi longtemps qu'on s'entend que j'ai un copyright sur tonnes de briques, on se comprend. Fine.